Florenne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Hauts-de-Seine. Hier, Nicolas Sarkozy est venu devant le tribunal qu'il avait convoqué comme témoin dans l'affaire des sondages de l'Élysée, mais il n'a rien dit. Il a expliqué que la Constitution l'obligeait au silence. Est-ce qu'il a eu raison ? Je pense qu'il a eu raison. Je pense que le faire venir à la barre, vous voyez, moi sur le fond, je me pose la question de ce que ça apporte à l'émergence de la vérité. Il est protégé par l'article de la Constitution 69 alinéa 1 qui protège un homme politique et notamment là pour le coup le président de la République spécifiquement en sa qualité de président. Les faits datent de cette époque-là, ça près de 10 ans. Je ne vois pas, les faits sont connus. La vérité, elle va émerger de ce procès. Moi, je ne vois pas sur le fond en quoi, à part, je dirais, un battage médiatique qui a eu lieu et qui a lieu, ce que ça peut apporter à l'émergence de la vérité. Alors hier, le contrat d'engagement pour les jeunes a été dévoilé par le président et le gouvernement. 400 000 jeunes devraient bénéficier, s'ils sont sans diplôme, sans emploi, toucher jusqu'à 500 € par mois, en échange d'activités diverses. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? J'espère. En tout cas, moi, je suis persuadée que c'est un dispositif complémentaire nécessaire pour aller chercher les jeunes les plus éloignés de l'emploi. On a fait beaucoup de choses durant ce mandat. On a fait des contrats d'apprentissage. On a démultiplié l'apprentissage et l'alternance avec des records battus, notamment en 2020, de 520 000 contrats en alternance. Il y a un jeune, on un a emploi. mis un jeune, une solution en place. Il faut aller plus loin. C'est ce qui a été constaté par le gouvernement. Il faut aller plus loin pour aller chercher notamment ces 400 000 jeunes en 2022 qui, eux, sont vraiment très loin. On va aller plus loin. Comment ? Grâce à Pôle emploi, grâce aux missions locales et aussi aux acteurs de terrain, que sont les associations qui connaissent ces jeunes en grande difficulté. Et grâce à une certaine fermeté, c'est-à-dire que s'ils n'obéissent pas, faire des activités, suivre une formation, prendre un emploi qui passe, on arrête l'allocation. C'est pas une allocation, c'est bien un contrat, c'est-à-dire qu'on signe en contrepartie d'un suivi de 15 à 20 heures et d'une activité dès le premier jour. C'est vraiment ce que souhaite le gouvernement, c'est-à-dire un contrat. Le jeune va signer un contrat qui s'engagera sur 6 à 12 mois avec un accompagnement individualisé, un référent qui le verra tous les 15 jours pour suivre la progression justement de ses activités et aussi de sa volonté de poursuivre. C'est vraiment un accompagnement tout à fait nécessaire pour ces jeunes que je connais, malheureusement, et sur lesquels il faut vraiment agir, parce que c'est là que ça passe sur notre point difficile qui est à la réduction du chômage des jeunes. C'est beaucoup d'argent quand même engagé. Est-ce que cet argent n'aurait pas été mieux utilisé en aidant les entreprises à embaucher ces jeunes ? On manque d'emplois dans des tas de secteurs. Absolument, mais on le fait. On aide les entreprises, c'est ce que je vous disais, par les contrats d'apprentissage, par les contrats de professionnalisation. Depuis 3 ans, ils se sont multipliés. Nous le faisons. Un jeune, une solution, c'est aussi de l'aide aux entreprises pour justement embaucher ces jeunes. Là, on va chercher vraiment les situations les plus difficiles afin de mettre en place tout ce réseau autour des jeunes. C'est encore un point faible, on le sait très bien. L'emploi des jeunes en France doit encore baisser, doit encore augmenter et le chômage des jeunes baisser. Là, on a encore du travail à faire. On veut le faire jusqu'au bout de la mandature. C'est ce que Jean Castex nous a redit hier. Les étudiants ne sont pas concernés. Leurs associations protestent. Est-ce qu'il ne serait pas temps de penser une sorte de revenu étudiant, de salaire étudiant ? Finalement, payer des jeunes à faire des études, c'est de l'investissement pour un pays. Ils rendront au centuple quand ils seront bien formés. Les étudiants, nous les aidons. Nous avons fait des gros efforts pendant la crise, justement, qu'ils ont vécue dans des situations difficiles, en aidant notamment les Crous, en les aidant dans les situations financières difficiles. Maintenant, on va aider, malheureusement, là, sur le sujet en particulier du contrat d'engagement jeune, c'est les étudiants décrocheurs vont être concernés. Les décrocheurs. Les étudiants, nous les aidons. Il faut renforcer, mais nous avons renforcé les bourses, notamment pour les plus précaires. Nous avons maintenu le repas à 1 €. Ce qui est une très bonne chose pour les plus précaires, pour les boursiers et pour les plus précaires. Il faut que maintenant chacun s'engage, et notamment avec les œuvres universitaires, nous travaillons sur un maillage plus fin du terrain, mais nous allons aider les étudiants et les jeunes lycéens décrocheurs qui n'ont pas la possibilité ou plus la possibilité pour un certain nombre de raisons de suivre leurs études. Alors vous participez aussi à la mission d'information pour restaurer la participation électorale. On a atteint 65% d'abstention aux dernières élections régionales en juin.
Que faire? Avez-vous des solutions concrètes pour ramener les électeurs vers les urnes? On a atteint 65%, vous le disiez, on a atteint même 87% chez les jeunes. Ouais. C'est une préoccupation majeure. Alors le mouvement démocrate auquel j'appartiens fait depuis longtemps des propositions de court, de moyen et de long terme. De court terme, tout simplement, c'est des propositions de faciliter les inscriptions électorales. On sait que les gens bougent souvent pour des raisons professionnelles. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit faisable en ligne, sur Internet, et qu'on puisse s'inscrire beaucoup plus facilement sur les listes électorales. Il faut aussi un mode de désignation, un mode de participation, peut-être par le vote par correspondance. On l'a proposé aux dernières élections, ça n'a pas encore été retenu. C'est aussi les machines à voter qui doivent être remis en application. Ça, c'est sur les... Vous voyez, le scrutin. Jusqu'au vote en ligne par Internet ? Jusqu'au vote en ligne, il faut l'expérimenter. Nous souhaitons, nous, qu'il puisse être expérimenté à l'occasion notamment des prochaines élections européennes. Pour le moment, c'est un peu trop tôt, mais il faut qu'il y ait une expérimentation possible. Et puis nous, évidemment, avec François Bayrou, on continue à se battre pour une meilleure représentativité. Également, c'est passé par la proportionnelle, c'est passé par la reconnaissance du vote blanc également. Alors, on va reconnaître le vote blanc parmi les suffrages exprimés. Ça veut dire, par exemple, qu'un président de la République pourrait être élu avec 45%, son adversaire 44%, et les 11% qui manquent, ça serait le vote blanc. Écoutez, il faut se lancer. C'est réclamé par un certain nombre d'associations et de mouvements politiques depuis des années. Moi, je crois qu'il faut y réfléchir un peu sérieusement maintenant avec l'exécutif pour avancer. On est sur des modalités de vote. On est sur une crise de la confiance, plus généralement, dans notre démocratie. J'y travaille sur ce défi démocratique et sur le groupe de travail et de réflexion que j'ai mis en place, que nous avons mis en place avec Gilles Legendre et un certain nombre de députés de la majorité pour faire des propositions à verser à la campagne, à la future campagne du président de la République. J'espère qu'il nous écoutera, parce que vous savez, on a voté une loi en 2017 sur la confiance dans la vie politique, mais on se rend compte qu'après bientôt 5 ans de mandat, on a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Alors si je peux voter blanc et mon vote est compté comme vote exprimé, je n'ai plus d'excuses pour ne pas aller voter. On pourrait donc passer au vote obligatoire. Je ne pense pas que ça résoudrait les questions. On voit bien que les pays qui ont le vote obligatoire n'ont pas forcément plus de participation. Nous, on pense qu'il faut laisser cette liberté et qu'il faut plutôt essayer de convaincre et essayer d'amener notamment les publics les plus éloignés, que sont parfois, souvent même, on l'a vu aux dernières élections, les jeunes. Il faut communiquer aussi auprès d'eux différemment, et puis il faut remettre cet esprit civique, cette citoyenneté dès l'école, en pratique, par des simulations de vote, par autre chose que cette éducation civique dont on sait maintenant qu'elle n'est plus bien faite. Donc là, il y a tout un travail d'éducation. Vous savez, l'Autriche le fait. L'Autriche a de bons taux de participation, mais en Autriche, les enfants, les élèves, ils ont ce travail qui est fait de façon intensive. Allons plus loin, allons jusqu'au droit de vote à 16 ans. À 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. La République vous lâche la main. À 16 ans, on est responsable de beaucoup de choses, y compris pénalement. Pourquoi on n'a pas le droit de voter ? J'ai des collègues qui le proposent. Je pense que ça doit être mis au débat. Je suis pas, pour l'instant, complètement convaincue, mais pourquoi pas expérimenter. En tout cas, mes collègues travaillent sur cette idée de l'expérimenter pour les élections locales, municipales notamment. C'est une piste à explorer et sur lequel, de toute façon, il faut qu'il y ait un débat pour justement qu'il y ait un débat de société aussi autour de ces questions. Le MoDem va rejoindre la maison commune de la majorité qui est en train de se bâtir. Est-ce que ce n'est pas une dissolution du MoDem ? Non, pas du tout. Le MoDem souhaite participer, François Bayrou l'a dit à plusieurs reprises, à la création d'un arc central, d'un parti central, d'animer cette vie politique centrale qui est nécessaire et avec lequel nous avons fondé et participé à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Maintenant, il faut structurer les choses, chacun gardant sa propre identité. Ça fait pas de problème, mais il faut mettre, je dirais, sur la table un certain nombre de structures structurées. Voilà, pour les prochaines législatives. Avec un seul candidat par circonscription législative, bien sûr, qu'il soit MoDem, La République En Marche ou Horizon. Bien sûr.
Bien sûr, il faut travailler avec tout le monde, il faut travailler avec tous ceux qui apportent leur soutien au président de la République. Édouard Philippe en fait partie, évidemment, et c'est une très bonne chose, qui souhaite ce que nous souhaitons, et c'est quelque chose d'assez innovant par rapport au précédent quinquennat, c'est élargir le socle électoral du président de la République pour sa victoire en avril 2022. Donc voilà notre sujet. Et quel est l'adversaire que vous redoutez le plus face à Emmanuel Macron? C'est Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier? Écoutez, nous, on n'a pas à prendre parti dans cette histoire. Pour l'instant, on a du mal à voir ce qui émerge réellement comme force d'opposition. Tous les jours, on voit qu'elle est très, très difficilement perceptible au sein de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui nous intéresse, nous, c'est un combat d'idées. Plus qu'un combat de personnes, c'est quelles sont les idées, quel sera le programme, quels seront les programmes du futur candidat des Républicains. On note une légère reprise de l'épidémie de Covid. Est-ce qu'il faut aller vers l'obligation vaccinale pour la 3e dose, pour aller à 100% de vaccinés? Moi, écoutez, ce que je souhaite, c'est qu'on communique vraiment de façon très importante sur cette 3e dose. Pour le moment, je crois que pas mal de personnes concernées ne sont pas franchement alertées et peut-être n'ont pas encore fait cette démarche. Avant de parler d'obligation vaccinale, je crois qu'il faut vraiment renforcer cette communication, que les médecins sur le terrain puissent faire aussi cette information auprès des personnes tout à fait concernées. Dernière question, dans 1h30, vous travaillerez gratuitement. Parce que vous êtes une femme et qu'il y a 16% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Donc à partir du 3 novembre, 9h22, les femmes, a calculé l'association Les Glorieuses, vont travailler gratuitement. Oui. Comment réduire cela rapidement? On y travaille. On y a travaillé avec Muriel Pénicaud au début du mandat, créant l'index sur des entreprises, sur l'égalité salariale. Il faut retravailler. On voit bien qu'avec l'épidémie de Covid, ça a reculé dans le monde, généralement, parce que malheureusement, les femmes étaient plus sollicitées pour garder les enfants à la maison. C'est pas le cas, c'est moins le cas en France, faut quand même le dire, parce que nous, on a maintenu au maximum les écoles ouvertes, et ça, c'est vraiment au crédit de ce gouvernement, mais il faut travailler sans cesse et sans relâche, et croyez bien que les femmes et la délégation du droit des femmes y travaillent avec la proposition de madame, notre présidente, Marie-Pierre Rixain, justement sur le renforcement des femmes et de la participation des femmes au conseil d'administration des entreprises. Voilà, donc il faut toujours et sans relâche, et plus de femmes à l'Assemblée, ça fait plus de droits pour les femmes. On est presque à la parité. Il faudrait le garder dans le On est à 38%, il faut beaucoup plus encore. Il faut monter, et on va y travailler pour les prochaines législatives encore. Isabelle Florennes, merci. Bonne journée. Merci.